matin de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Jean-Claude Michéa. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir parce que vous êtes un philosophe rare. Vous publiez Extension du domaine du capital aux éditions Albin Michel. Alors rare d'abord sur les médias, vous détestez les interviews, les médias dominants, donc j'ai intérêt à bien me tenir. La dernière fois que vous avez croisé un journaliste mainstream, c'était pour votre À Voix Nue, il y a 5 ans. Vous êtes également un philosophe rare parce que vous êtes difficilement classable, vous êtes né communiste dans une famille communiste, vous n'avez jamais renié et cela ne vous a pas empêché d'être un grand lecteur d'Orwell, qui est probablement l'un des auteurs qui vous a le plus donné à penser aux côtés du vieux Marx, mais ça, c'est plus classique pour un communiste. Et puis enfin, vous êtes inclassable parce que vous êtes de gauche, mais mal aimé par une partie de la gauche, par la bourgeoisie écologiste, comme vous dites, vous nous expliquerez qui ils sont, une partie de la gauche que vous n'aimez pas, qui ne vous aime pas. Et si je devais résumer l'un des grands changements dans votre vie, vous habitez aujourd'hui à la campagne, vous avez vécu très longtemps à Montpellier, mais désormais vous êtes dans les Landes. Et d'ailleurs, vous avez un très beau t-shirt aujourd'hui avec un mouton. Qu'est-ce que c'est que ce mouton, Jean-Claude Michéa? C'est un hommage au principal groupe de rock landais, l'Inspecteur Clouseau. Ce sont des grandes vedettes là-bas qui sont extraordinaires. Cet été, ils avaient fait un concert extraordinaire aux arènes de Mont-de-Marsan. Et alors, il faut dire quelque chose. C'est un groupe qui est 6 mois par an en tournée aux États-Unis, au Japon et dans le monde entier, sauf en France. Et 6 mois par an, ils élèvent des oies, pas très loin de chez moi, et font un foie gras, des rillettes, des produits locaux très recherchés. Ils alimentent certains restaurants parisiens. Et du coup, ça s'explique aux États-Unis leur statut de rock farmer qui les a rendus très célèbres. Alors, tant qu'à venir à Babylone, j'ai voulu rendre hommage à mes vos voisins maintenant, mes concitoyens. Donc, c'était un hommage à l'inspecteur Clouseau. Qu'est-ce que ça a changé, ce déménagement, Jean-Claude Michéa, dont vous parlez dans Extension du domaine du capital, votre dernier livre aux éditions Albin Michel? Ça a changé énormément de choses. C'est, comme je dis tout le temps, la première chose qu'on vérifie, je vis maintenant depuis 7 ans, dans la vraie ruralité, c'est-à-dire le village où il n'y a ni café, ni commerce, désert médical absolu. Et donc c'est la première chose qu'on vérifie, c'est à quel point Christophe Guilly, le géographe, décrit la réalité. Il faut le préciser parce qu'il est toujours l'objet lui-même de campagnes et de croisades métropolitaines remettant en question le concept de France périphérique, que lui-même a toujours nuancé. Et c'est la première chose qu'on vérifie. Mais surtout, puisqu'on est dans un monde médiatique, la chose qui est la plus frappante quand on habite depuis 7 ans dans la ruralité profonde, c'est le fait que les gens de là-bas, les gens d'ici pour moi quand j'y suis, ce sont des gens dont la vision est toujours en stéréo pour une simple raison. Ils ont d'un côté le monde qu'ils ont sous leurs yeux, dont je parle en partie dans le livre, et ils ont le monde qu'ils voient sur les écrans, ou qui leur vient par les médias, et qui est un monde assez surréaliste, parce que rien n'est plus étonnant comme expérience que de regarder la télévision, d'écouter la radio, quand on est dans cette ruralité profonde, notamment les clips publicitaires qui décrivent un monde quasiment martien. Et donc les gens sont toujours là-bas obligés de naviguer entre deux visions du monde, ce qui explique à quel point ça les rend souvent plus critiques. Alors que lorsqu'on est dans une grande métropole, et particulièrement à Paris, les médias vous renvoyant votre propre reflet, il est beaucoup plus difficile d'imaginer une autre vie que celle que l'on a. Mais alors, elle ressemble à quoi, votre vie, Jean-Claude Michéa, aujourd'hui? Je crois que vous prenez soin avec votre épouse de votre jardin, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Qu'est-ce que vous faites là-bas que vous ne pourriez pas faire ici, avec votre jardin, avec votre culture, avec votre manière donc d'être aujourd'hui plus près de la terre? Le terme de jardin ne plairait pas tout à fait à ma femme. C'est un terme de Parisien. Celle qui organise, dirige, vietnamienne d'origine et fille de maraîcher, elle a la main verte et un savoir paysan extraordinaire, et c'est beaucoup plus qu'un jardin. C'est elle qui dirige et qui s'en occupe vraiment les 3/4 du temps. Mais à travers ça, ce que j'apprends moi personnellement, c'est à quel point Orwell avait raison dans Le Quai de Wigan, lorsqu'il dit à un moment donné, quand on n'a plus l'usage de ses mains, c'est toute une partie de notre personnalité qui disparaît. Et le fait que là-bas, tout le monde travaille de ses mains,
Vous avez même, c'est des choses qu'on voit rarement à Bercy, beaucoup de gens à qui il manque un doigt, qui sont coupés, l'histoire de tronçonneuses, etc. On voit à quel point le travail manuel est quelque chose qui modifie la vision du monde, et on comprend à quel point on a perdu quelque chose quand on est dans ce mode de vie coupé de tout ce qui est le rapport avec la matière. Et je suppose qu'il y aura un lien à faire avec la déconnexion généralisée de l'esprit métropolitain et ce qu'on apprend au contraire sur le terrain quand on vit au plus loin de ces métropoles. Bon, je ne dis pas ça parce que vous venez d'évoquer ces accidents qui peuvent être graves d'ailleurs, un doigt coupé, mais vous avez un médecin à côté de chez vous? Alors c'est très drôle parce que dans le livre, on parlait de désert médical. Dans le livre, j'avais signalé, donc il est fait sur 2 ans, la première année, le seul médecin qu'on a trouvé capable d'accueillir des nouveaux patients avait 76 ans, donc il en a 77 cette année. Mais le scoop qui n'est pas dans le livre, c'est qu'il y a si peu de médecins capables de prendre de nouveaux patients, qu'il y a eu récemment des enchères entre les communes et que pour 50 000 €, une commune assez lointaine a réussi à s'emparer de celui qui était à 10 km de chez nous, qui maintenant est qui a été acheté à 77 ans, transféré. C'est un transfert, c'est le mercato rural désormais, où à la fin de saison, on met de l'argent sur la table pour s'assurer les services d'un médecin. Donc ça, c'est vraiment le désert médical. J'ai lu d'ailleurs que si la France rurale maintenant a une espérance de vie de 2 ans inférieure à celle des métropoles et de leurs banlieues, c'est pas parce que la vie est moins saine, au contraire, mais c'est que là, personne n'a le temps d'aller se faire observer la naissance d'un cancer. Tout est pris toujours trop tard, parce qu'effectivement, le moindre rendez-vous chez l'opticien, c'est des mois, voire parfois 1 an. Et j'ai compris ça, ce qu'est un désert médical. Quand on est à Montpellier, première faculté de médecine d'Europe avec Bologne, et où il y a un médecin tous les 10 mètres, ça, c'est vraiment un choc culturel. C'est quoi? C'est une France oubliée? C'est une France méprisée, Jean-Claude Michéa? C'est une France oubliée. C'est évident, puisque sur les médias, je ne vois jamais l'écho, pour l'essentiel, de ce que je vis et ce que je vois autour de moi. C'est une France persécutée. Vous exagérez. La vraie réalité profonde, celle qui est à 140 km de la première métropole, je vais vous donner un exemple. Un livre sur la jeunesse rurale signalait récemment que, alors que la jeunesse Erasmus a souvent séjourné à l'étranger longtemps, parfois des études en Angleterre, ailleurs, etc. Ici, c'est très souvent qu'on voit le jeune de 17-18 ans qui ne connaît même pas la capitale régionale. Je sais très bien qu'on a un enfant de voisin, pour ses 18 ans, on lui a offert le pèlerinage de Bordeaux, où pour la première fois de sa vie, il découvrait ce qu'était une métropole et une grande ville. Donc, plus on est loin de ces grands centres métropolitains, et plus vous avez affaire à des gens dont la parole ou les modes de vie ne trouvent pas d'écho. Et puis persécutés, je signale dans le livre, mais ça, il faut vraiment que les auditeurs de France Culture le sachent, des normes européennes ou parisiennes ou kafkaïennes, je ne sais pas d'où elles viennent, font que notre village a été mis à l'amende parce que des gens descendus de Bruxelles ou de Paris sont venus vérifier de quel côté le mode d'emploi de l'extincteur du foyer rural se trouvait. Il fallait qu'il soit à droite, il était à gauche. Ça changeait rien. N'importe qui pouvait le voir et savait le manier, mais on a eu une amende parce qu'on n'était pas dans les normes européennes. Des choses comme ça, je peux en raconter des milliers. Et c'est une des expériences qu'on a quand on vit au plus loin des métropoles. Vous pouvez déjà nous parler du foie gras, puisque le foie gras, c'est une production locale, disiez-vous il y a quelques instants, Jean-Claude Michéa, et c'est une production qui est observée d'un œil de plus en plus noir, méfiant dans les grandes villes, à Paris, à New York. Alors là, en plus, c'est quelque chose qui mettrait ma femme en colère, au sens où elle est devenue, avec le temps, l'une des meilleures... elle produit le meilleur foie gras, ou l'un des meilleurs, tous les gens du village sont d'accord là-dessus, mais vous voyez, on a été tellement métropolitain que nous sommes incapables de tuer nos propres canards. Sauf qu'au lieu d'y voir un signe de ma supériorité morale, comme le ferait un Émeric Caron, j'y vois simplement le fait que je suis resté très urbain et métropolitain pour beaucoup de choses, donc je n'en tire aucune fierté. Tuer ou faire souffrir, puisque quand vous évoquez le foie gras, je me dis, voilà, ça fait souffrir les animaux. Oui, alors là, il faut... je serais assez d'accord avec vous, parce que l'urbain en moi est incapable de tuer un canard ou d'une poule.
d'autres animaux beaucoup plus dangereux, autres, ça c'est tout à fait différent. Mais encore une fois, c'est par tradition culturelle et non pas par supériorité morale. Après, il faut pas oublier les manières dont les éleveurs du coin tuent leurs bêtes, ça choque l'urbain, mais en tant que tel, il n'y a jamais de volonté de faire souffrir, et toutes les précautions sont prises pour que l'animal ne souffre pas. Rien ne serait pire que de croire que ces éleveurs sont des gens qui n'ont pas un sens profond de l'animalité. J'avais dit dans le livre également qu'il existe, par exemple, sur la corrida. Moi, je suis absolument étranger à cette culture au départ, mais c'est difficile quand on est dans le sud-ouest de ne pas comprendre. Invitez vos auditeurs à aller voir ce podcast de France Inter où il y a l'interview du jeune El Rafi, qui est un torero du sud-est. Et là, vous aurez les réponses à toutes les questions que vous venez de me poser sur la souffrance animale. Vous avez un jeune torero on se dit que si on peut ne pas faire souffrir un taureau, c'est mieux pour vous et pour moi. Mais jamais je n'ai vu un aficionado, par exemple, parce que moi j'ai dû découvrir en 7 ans cette religion locale, ne pense souffrance animale. Ils sont sur de tout autre registre. C'est une autre culture, et là je sais que le métropolitain ne peut pas l'entendre, et ce qu'il reste de métropolitain en moi ne peut pas comprendre non plus cette notion autant, mais ça ne correspond tellement pas à ce qu'on a sous les yeux quand on le voit depuis une pratique et un mode de vie que je voudrais quand même signaler là-dessus ce qui rejoint ce qu'on disait. Ici, des aficionados, j'en vois tout le temps, enfin, le paysan, l'éleveur, etc. Et j'ai jamais vu un aficionado qui commence pas par dire « Moi, je comprends qu'on déteste la corrida, je comprends qu'on soit contre ». J'ai jamais vu un caronien commencer par dire « Je comprends qu'on aime la corrida ». Et là, il se passe quelque chose de plus important pour moi. Caron. On continue à en parler, Jean-Claude Michéa, dans une vingtaine de minutes. Extension du domaine du capital, c'est le livre que vous publiez aux éditions Albin Michel. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h22, nous sommes en compagnie du philosophe Jean-Claude Michéa. Vous publiez Extension du domaine du capital aux éditions Albin Michel. Il était question dans le billet politique du trafic de drogue à Marseille. Une réaction, Jean-Claude Michéa? Oh, juste une petite chose, simplement. Ce serait bien de préciser aussi que depuis, je crois, 2-3 ans, à la demande d'Eurostat et des institutions européennes, le chiffre d'affaires du trafic de drogue est désormais intégré dans le calcul du PIB. En sorte que si on arrivait à mettre un terme au point de deal, c'est une très mauvaise nouvelle pour Bruno Le Maire et Bercy. Il ne faut pas oublier que on n'a pas intégré encore le chiffre de la prostitution, mais il est déjà dans d'autres pays européens également, dans le PIB. Si on le légalise, il restera dans le PIB. Si on légalise le trafic de cannabis, si celui-ci devient légal. Si on le légalise, est-ce que ça sera alors un volume plus grand, auquel cas je vois pas l'intérêt de légaliser, si c'est pour le diminuer. Et donc ça sera quelques points en moins ou virgules en moins dans le PIB, encore une fois très mauvaise nouvelle pour Bercy. Il faut le préciser ça, parce que ça a été vraiment très peu médiatisé cette décision qui a été prise, je crois, en 2019 ou 2018. Il y a, en tout cas, dans votre livre Extension du domaine du capital, Jean-Claude Michéa, et dans les livres précédents que vous aviez faits, des notations paradoxales, et c'est pourquoi j'aimerais que vous nous les expliquiez, où vous nous dites que les écologistes, une partie d'entre eux, des gens que vous n'estimez pas être des écologistes véritables, sont les alliés objectifs du système capitaliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pensez cela ? Bon, déjà, il faudrait distinguer l'écologiste métropolitain, qui a souvent, je peux le vérifier maintenant, une connaissance très limitée des réalités du terrain, des gens qui m'entourent, paysans, éleveurs, qui ont une attention au climat, par définition supérieure à la moyenne du français habituel, parce que c'est son travail qui est en jeu. Je rappelle que vous habitez maintenant Mont-de-Marsan dans les Landes. Enfin, j'habite pas Mont-de-Marsan. À côté, pardon, de Mont-de-Marsan, dans un petit village éloigné. On monte à la capitale quand on va une fois par mois ou 2 fois par mois à Mont-de-Marsan. Mais ce qui est certain, c'est que depuis quelques années, on est au
plus loin de l'écologie de Charbonneau, Ellul, de Fournier, la gueule ouverte de l'écologie de mai 68, ou a fortiori de la décroissance, qui est la reprise radicale de ce projet auquel j'adhère personnellement. Non, ce qu'on appelle l'écologie, quand aujourd'hui à écologie, on répond Marine Tondelier, Émeric Caron, Sandrine Rousseau. C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec cette écologie ancienne. Et on a vraiment l'impression, quand on les voit prendre des décisions, que leur but numéro 1 est de détruire les modes de vie non métropolitains. Donc encore une fois, je ne suis pas du tout un aficionado pour la corrida, mais quand on est dans le sud-ouest, on sait que c'est un des éléments de la cohésion sociale et culturelle, comme la chasse à la palombe, par exemple, c'est l'équivalent du ramadan dans les villages où je suis. Les entreprises ferment pendant 3 semaines, la vie s'arrête. Bon, vous êtes dans une autre lieu. Et on a l'impression que l'objectif numéro 1 est de détruire ces traditions qui font encore obstacle au capitalisme, parce que si le marché a une vertu très connue, c'est d'éliminer toutes les traditions. Et pour ça, il faut un idiot utile, et on en a trouvé toute une série. Lesquels ? Justement, ce qu'est devenu Europe Écologie Les Verts, c'est une lente décroissance de la radicalité depuis cette écologie, même encore jusqu'à Wechter, qui avait encore vaguement en arrière-plan l'idée qu'on ne pouvait pas découpler la défense de l'écologie et la critique du capitalisme dans sa vraie définition, que plus personne ne reprend aujourd'hui. Mais parce que Europe Écologie Les Verts estime être encore très largement critique du capitalisme, partisan, sinon de la décroissance, du moins de la sobriété, Jean-Claude Michéa. Alors là, il faudrait revenir sur... J'essaie de le faire dans mon livre, sur qu'est-ce qu'on appelle le capitalisme aujourd'hui. Il faudrait parler de la théorie de la valeur, de toute une série de grands concepts marxistes. Et en fait, de Piketty, j'entendais Jean-Marc Jancovici l'autre fois, chaque fois qu'il se hasarde à une définition du capitalisme, c'est quelque chose qui va inclure le boulanger du village ou les Romains du second siècle. Ça n'a plus du tout la radicalité qu'il y avait chez Marx. C'est un concept précis et opératoire. Et aujourd'hui, dans cette extrême gauche parisienne ou métropolitaine, le mot anticapitaliste, quand il n'a pas été remplacé par antifascisme, recouvre à peu près n'importe quoi. C'est le pouvoir du 1%, de l'argent, c'est une définition très vague. C'est un outil de communication. Pourquoi ? Parce que le pouvoir du 1%, pour vous, ça n'est pas correct. Alors vous en parlez dans Extension du domaine du capital, Jean-Claude Michéa. Ce n'est pas que le pouvoir du 1% n'existe pas, il existe ce qui est plutôt d'ailleurs un 0,1%, et son pouvoir de définition des orientations globales du capitalisme est extraordinaire. Mais le capitalisme ne fonctionnerait pas si on ne comprenait pas qu'il prend appui sur 10 à 20, voire 30% de la population dans les pays occidentaux. C'est pas du tout le cas dans d'autres régions du monde. Et c'est notamment ce qu'Orwell avait compris à la suite des anarchistes du 19e siècle, l'apparition de ces nouvelles classes moyennes chargées de l'encadrement économique, politique, technique et culturelle du capitalisme, qui sont dans une position en porte-à-faux avec le système. Quand ils le critiquent, c'est à l'intérieur des catégories du système, ce qui, j'ai emprunté la formule du philosophe Goscinny, revient à dire qu'ils cherchent à être calife à la place du calife. Et évidemment, leur radicalité est forcément amoindrie de par cette position. Alors, il y a un exemple que vous donnez, Jean-Claude Michéa, pour évoquer cette manière dont une partie des écologistes, que vous n'estimez pas être des écologistes véritables, sont, vous l'avez dit, les idiots utiles du capitalisme. C'est par exemple la question du loup. Expliquez-nous pourquoi. Oui, d'abord, je distinguerais, les vrais écologistes sont les décroissants aujourd'hui, tels que la revue La Décroissance les incarne. Alors, le loup, effectivement, nous sommes dans un village où la transhumance a lieu chaque année. C'est l'occasion de fêtes dans tous les villages de la région. Il suffit de discuter avec les bergers pour comprendre que là où le loup est introduit, mais les adversaires de la souffrance animale devraient immédiatement, comme La Fontaine, choisir l'agneau contre le loup. Et pendant d'ailleurs très longtemps, le loup et l'agneau étaient la fable qui montrait les exactions dont la noblesse se rendait coupable envers les représentants du peuple. Maintenant, cette gauche
très différente de l'ancienne, a choisi le parti du loup contre l'agneau. Et évidemment, les milliers de brebis éventrées, elles ont tout un nom, elles vivent dans la terreur. Les bergers qui vous en parlent quand il faut descendre, une brebis, le ventre ouvert, qui râle, mais on peut pas la tuer parce qu'il faut l'amener au centre de l'État qui vérifie qu'elle a été agressée et elle va mourir. C'est des crève-cœurs pour les bergers. Mais au-delà du loup, c'est le problème de l'animal quand on vit à la campagne. C'est-à-dire que j'ai la chance que vous n'avez pas à Radio France de voir en sortant de ma cuisine régulièrement des chevreuils. C'est un spectacle fabuleux. Et le soir, les sangliers viennent s'abreuver sur le point d'eau. Cela dit, rien que le mois dernier, ma femme et moi, collision chevreuil, et ma belle-fille, toujours ce mois-ci, collision sanglier. Hein, la nuit, bon, encore une fois, vers Radio France, c'est beaucoup plus rare d'avoir ce genre de problème, mais c'est quotidien. Et surtout... Des sangliers, il y en a de plus en plus, pas encore autour de Radio France, oui, mais de plus en plus, parce qu'entre autres, la chasse étant de plus en plus encadrée, il faut pas oublier que les chasseurs reçoivent l'ordre à partir d'un certain moment. Dans les petits villages comme moi de 400 habitants, c'est à la demande. Je prends l'exemple, un chevreuil mâle ces temps-ci, là où nous habitons, dévastait chaque nuit les vignes de notre voisin Bruno, hein, et son travail quotidien, chaque fois saccagé. Jean-Claude Michéa, ça arrive on va aussi, demander... les chasseurs aussi, ça leur arrive de donner du maïs aux sangliers. Hein. Alors, c'est pas du tout le cas, par exemple. Pas chez vous, bien sûr. Bien sûr, chez nous, et même chez la plupart des... C'est déjà là où les chasseurs sont beaucoup plus urbanisés. On sait d'ailleurs que les manipulations génétiques qu'ont produit cette race de sangliers qui se répand, les certains sanglochons chasseurs de la région, justement, de l'Hérault, en sont coupables. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de scandaleux. Mais le chasseur paysan, qui est celui que je vois dans mon village, c'est-à-dire où des fois... ils renaclent à aller chasser parce qu'ils ont des choses à faire à côté, mais il y a un ordre ou préfectoral ou autre, ou le besoin pour aider un paysan local d'empêcher soit les sangliers de venir, soit les chevreuils, ils y vont, il le faut, c'est un travail de protection des cultures et des hommes. Il faut avoir les dégâts que commettent des sangliers, mais vous allez dans des villages voisins où les parcs publics sont labourés, etc. Les sangliers commencent à arriver à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Bon, c'est un vrai problème et vous ne pouvez plus avoir sur l'animalité le même regard lorsqu'on a les pieds sur le terrain. De même que je pense que les Parisiens vont commencer à... Alors peut-être une partie... Caronienne va chercher l'équivalent Caronienne, je suis obligé de dire aux auditeurs que ça désigne Caron. Va chercher l'équivalent de surmulot pour les punaises de lit, mais je pense peut-être aussi que maintenant, les ennemis de la souffrance animale vont peut-être y regarder à deux fois avant de mettre un terme à la présence des punaises de lit. Quand on vit en présence des objets, quand vous êtes directement concerné, bien sûr, votre vision du monde change. Or, le paysan va me dire, oui, mais le paysan, il n'y en a plus que 3% en France. Rappelons d'abord que d'après les dernières statistiques de l'INSEE, avec un nouveau mode de calcul, un Français sur 3 vit dans les zones rurales, et que si les paysans, c'est 3% de la population, dans un village, la quasi-totalité des gens a un contact avec la terre à travers le potager qui prend un nombre d'heures par jour conséquente. Depuis quand la gauche s'est-elle trompée, selon vous, Jean-Claude Michéa, puisque finalement, une partie de votre œuvre est consacrée... Alors, on peut l'appeler à la trahison de la gauche selon vous, on peut dire que cette gauche s'est reniée, on peut dire aussi que cette gauche fait le jeu de ses ennemis en quelque sorte. Ça a débuté quand, cette trahison ? Mais là, c'est une réponse très longue. C'est-à-dire que d'une certaine manière, rappelez-vous que personne ne peut trouver un seul texte de Marx, d'Engels, de Bakounine, de Proudhon, où il se présente comme un homme de gauche appelant à l'union de la gauche. À l'époque, le jeu politique est à trois. Il y a les bleus, les rouges et les blancs. Les blancs, c'est la droite, monarchiste et cléricale. Les bleus, les républicains et les libéraux. Et les socialistes, les rouges, sont en dehors de ce champ politique. Il y a eu l'alliance défensive de l'affaire Dreyfus, mais qui n'a pas changé l'essentiel parce que la gauche française, on le voit en 36 et autres, est massivement socialiste. SFIO plus Parti communiste, les radicaux qui étaient le parti central au départ est devenu se réduit, et
jusque dans les années 70, ce qu'on entend par gauche, c'est au fond un autre nom pour dire des critiques du capitalisme, alors sociodémocrates, bolcheviques, tout ce qu'on veut, mais il reste par-delà tous les errements des uns et des autres, un noyau de compréhension des méfaits du capitalisme qui est en place. Bon, tout ça, ça vole en éclats, préparé par les nouveaux philosophes Foucault et l'arrivée de Mitterrand, 83. L'idée que le socialisme et la volonté de rompre avec le capitalisme, ça conduira à la Corée du Nord et au goulag, c'est ce qui est intégré. Et à partir de là, la conversion progressive de la gauche et de l'extrême gauche au libéralisme, soit économique, soit culturel, ou soit à ses fondements philosophiques, fait le reste du travail. C'est dans cette optique qu'il faut comprendre le wokisme comme n'étant pas du tout un anticapitalisme et une critique de la croissance, mais une partie intégrante de ce mouvement de réconciliation avec l'ordre établi. Qu'est-ce que le wokisme pour vous, Jean-Claude Michéa? Alors j'ai proposé une fois pour toutes d'appeler ce qu'on appelle le wokisme, qui est la forme américaine et donc d'importation aujourd'hui, le néolibéralisme culturel. Vous savez que depuis le début, je rappelle, mais la thèse était déjà chez Rosan-Vallon dans Le capitalisme utopique en 1979, c'est l'idée que, loin de s'opposer, libéralisme économique et libéralisme culturel fonctionnent toujours ensemble pour une raison très simple, c'est que le libéralisme étant l'idée d'un État neutre axiologiquement, axiologiquement neutre, alors, du point de vue des valeurs. Il n'y a pas de religion officielle, de morale officielle, de philosophie officielle. L'État est donc neutre sur le plan des valeurs, et chacun est donc libre de vivre comme il l'entend. Mais une société où chacun vit, c'est ça le libéralisme culturel, chacun vit comme il veut, est évidemment une société qui va se pluraliser, s'émietter. On prend toujours le sigle LGBTI qui chaque année rajoute 2 ou 3 lettres au Canada ou aux États-Unis. Mais si vous voulez pas cet exemple, imaginez la scène. C'est pas que j'en veux pas, c'est que non, mais a priori ce sigle, il est là pour permettre à des gens de vivre comme ils le veulent, et ça c'est quelque chose que Jean-Claude Michéa veut bien. Bien sûr, mais en même temps, Engels définissait le mouvement culturel du capitalisme comme l'atomisation du monde, c'est-à-dire on va vers un monde de monades dont chacune, disait-il, a un principe de vie particulier et une fin particulière. Imaginez la scène du Christ rejouée aujourd'hui, les apôtres communient dans le repas commun, mais tout de suite, il va y avoir Matthieu qui va dire « moi je suis végane, moi intolérant à ceci », et c'est le problème des cantines scolaires. Maintenant, il faudrait à la limite votre modernité, mais un menu par personne. Le problème, c'est que c'est très bien sur le papier, l'idée qu'il faut un menu pour chacun. Mais il faut aussi qu'il y ait du vivre ensemble. Le nom est apparu comme réponse à ce problème. Et alors, où va-t-on trouver le vivre ensemble? Voltaire l'a dit, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Le seul moyen de mettre fin aux guerres de religion, c'est la religion de l'économie. Autrement dit, plus nous allons dans le libéralisme culturel, plus nous devons aller dans le libéralisme économique pour restituer ce commun, puisque qu'avons-nous en commun dans une société libérale développée? Le droit et le marché. Est-ce que ça s'est pas un peu effrité, par exemple, avec la guerre en Ukraine, Jean-Claude Michéa? On pensait, par exemple, qu'on pouvait vivre en ayant pacifié la Russie, une Russie qui serait devenue capitaliste, et puis finalement, on s'aperçoit que la Russie n'a peut-être pas les mêmes valeurs que nous. Enfin, qu'en pensez-vous? Mais ça, c'est le b.a.-ba de la critique que j'essaie de porter depuis 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que l'idéal le vivre ensemble se fera sur la base du droit et de l'économie. Nos valeurs, quand l'Europe dit nos valeurs, c'est uniquement les droits de l'homme et l'économie de marché. C'est pourquoi ils vont renacler pour parler de tout ce qui peut être symbolique ou autre. Ce dénominateur commun suffit. C'est l'idée du doux commerce, pour reprendre la formule de Montesquieu, et l'idée que le libéralisme culturel, sa menace potentielle, c'est de réintroduire une guerre de tous contre tous, entre véganes et non-véganes, etc. Mais le vivre ensemble sera réuni grâce au doux commerce. Le problème, c'est que le doux commerce engendre une guerre économique qui réintroduit la guerre de tous contre tous. Et en fait, plus le capitalisme se développe, plus nous allons vers un univers qui devient violent et militarisé. Les guerres sont devant nous. On a connu une période exceptionnelle depuis 1945, mais nous arrivons
La chute du mur de Berlin, c'est aussi la chute de cet équilibre qui existait depuis des décennies. Je l'ai dit, votre gauche est une gauche singulière, on l'entend, Jean-Claude Michéa, vous l'exposez dans Extension du domaine du capital aux éditions Albin Michel. Il y a par exemple cette référence à Semprún sur la question de l'éducation des enfants. Je vais citer ce passage. Semprún, c'est le fils Oui, de... oui, c'est pas Georges, effectivement. Il y a ce passage où vous dites « Quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant quel monde allons-nous laisser à nos enfants, il évite de poser cette autre question réellement inquiétante, à quels enfants allons-nous laisser le monde ?» C'est la formule de Reims Semprún que vous venez de lire, c'est pas la mienne. Mais j'aimerais quand même que vous me la commentiez comme c'est vous qui la citez. Écoutez, justement, Reims Semprún m'avait contacté après la parution de l'enseignement sur l'ignorance, le livre qui lui avait beaucoup plu, et à l'époque, j'expliquais comment la mise en place de réformes libérales de l'éducation dont le but était de préparer les populations à la guerre économique du XXIe siècle, se traduirait forcément par une baisse de niveau et une baisse de l'intelligence critique. Le livre était paru en 99, faut relire à l'époque ce qu'on écrivait sur moi, c'était un fantasme élitiste tourné vers le passé. On vous a traité de réactionnaire. Le niveau montait, c'était le livre de Baudelot et Stablet, donc il est écrit il y a 30 ans, et à en croire, si on poursuivait la courbe de Baudelot et Stablet, en 2023, un instituteur aurait la formation d'un agrégé des années 50 et l'élève de terminale bachelier serait un représentant de l'université et de la terminale. Mais j'avais dit, mais c'est absurde. Ça va être le contraire. Aujourd'hui, nous découvrons... Et c'est d'ailleurs le problème le plus inquiétant d'un point de vue politique, c'est dans tous les sondages, les jeunes générations sont beaucoup plus synchrones avec le capitalisme et sa culture que les autres générations. Alors, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a eu un travail? J'étais dans le métro hier, arrivant donc dans votre belle capitale, et je voyais dans le métro beaucoup de jeunes, et tous étaient connectés à la matrice. C'est-à-dire, ils étaient tous penchés sur le smartphone, écoutant la vision du monde telle que Hollywood, la Silicon Valley ou Wall Street la dictaient. Et je disais, on fabrique. C'est bien ce que disait Semprún. À quels enfants allons-nous laisser le monde? Tout va se jouer là. Est-ce que... Alors, la jeunesse rurale est déjà très différente. La jeunesse rurale, elle n'a pas Netflix? D'abord, ma femme est en train de s'occuper bientôt du recensement de notre village de 400 habitants. Il faut y aller à pied parce que beaucoup de gens n'ont pas d'ordinateur et d'Internet. Il faut savoir que même installer Internet est parfois dans le village un problème et des gens n'y arrivent pas. Ou la fibre, ou les choses... Ça, effectivement, il y a beaucoup de zones blanches, zones grises, mais les jeunes sont des jeunes partout et des jeunes connectés. Franchement, moi, je vois beaucoup des jeunes autour de nous que je salue ici parce que on les adore et on les admire parce que eux, à l'heure actuelle, ils sont souvent, ils attendent la chasse à la palombe, ils attendent tout ce qui est qui renvoie à la nature, etc. Ils ont aussi les férias. Nous sommes une terre de férias, et c'est vrai que entre la chasse, la feria, etc., mais ils ont une vision du monde qui est pas du tout la vision Erasmus. Hein. C'est un jeune des campagnes. D'ailleurs, vous l'entendez parler. Je pense à certains de ces jeunes que nous connaissons très bien. J'ai l'impression que c'est un France Culture parallèle parce qu'ils m'apprennent toujours des choses. Alors que très souvent, quand je vois un jeune Parisien débarquer, qui a fait Sciences Po et autres, il parle très bien, c'est intéressant, il est adorable, mais j'entends rien de sa bouche qui sortent et que je n'ai pas déjà entendu sur France Info. Donc il y a vraiment les deux jeunesses. Et puis cette jeunesse est plus nombreuse qu'on le croit, hein, puisqu'encore une fois, 33% des habitants français de France habitent en région rurale. Si on prend comme critère, comme le fait maintenant l'INSEE, si on tient compte au premier plan de la densité. À nous, il y a 17 habitants au kilomètre carré. Vous en avez un peu plus à Paris. C'est pas du tout le même rapport au monde et à soi-même. Et pour les jeunes eux-mêmes, c'est une autre vision aussi, même s'il y a quelques excès, mais c'est des jeunes qui ne correspondent pas à ce que je voyais jusque-là à Montpellier. Un mot de conclusion sur un auteur que vous aimez, peut-être l'auteur que vous avez le plus commenté, Jean-Claude Michéa, Orwell. Qu'est-ce qu'Orwell aurait pensé de ce monde-là? Il l'avait surtout annoncé, et j'ai un chapitre sur le wokisme aux prises de 1984. L'intérêt de 1984, c'est que, bien sûr, le livre est ciblé sur Staline, mais c'est en fait un roman sur l'idéologie devenue folle
C'est pas du tout un roman qui, comme Huxley, veut décrire le futur. Il veut montrer, il le dit lui-même, j'ai voulu tirer jusqu'au bout les conséquences logiques de cette idéologie devenue folle, portée par l'intelligentsia de ces nouvelles classes moyennes. C'est-à-dire que la folie idéologique s'explique par leurs projets contradictoires. Si mon but inconscient, c'est de vouloir tenir le fouet, surveiller, punir, dénoncer, allô, l'Arcom, j'ai lu, j'ai tout, etc. Et si ce qui me permet d'aller au bout de cette psychologie, c'est je veux produire une société sans classe, je fais un grand écart et je dois avoir une double pensée schizophrénique. Et plus ce idéal d'égalité devient extrême, quand égalité égale indifférenciation, comme aujourd'hui, le degré de folie est maximal à cause de ce grand écart. Merci beaucoup Jean-Claude Michéa de nous avoir rendu visite. Extension du domaine du capital, c'est le livre que vous publiez aux éditions Albin Michel. On peut retrouver aussi votre À voix nue pour mieux se familiariser avec votre pensée. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité.